Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette leçon de géographie. Et je vous avais demandé la dernière fois de visionner donc deux petites vidéos sur la déforestation à la fois au Brésil et puis aussi plus largement dans le monde entier, et de faire un petit résumé de 8 à 10 lignes que vous pouviez à la fois faire à l'écrit ou vous enregistrer comme par exemple dans un spot radio. Alors j'ai reçu quelques exemples de certains élèves qui ont voulu m'envoyer ce qu'ils ont fait et il y en a, je dois dire que j'étais agréablement surprise parce que vous êtes vraiment intéressés et passionnés pour le sujet. Et donc j'ai choisi un petit peu de mettre en valeur vos productions dans cette vidéo, et donc j'ai choisi deux exemples à l'écrit et deux exemples d'élèves qui se sont enregistrés avec leur téléphone pour faire une sorte de petite émission radio. Alors, on va regarder donc ces travaux, ces quatre productions, qui serviront aussi de correction pour ceux qui n'ont pas forcément réussi à faire le travail ou qui ont essayé de le faire. Alors, première production, donc c'est ce que m'avait envoyé donc Léna Ferrier. On va la lire ensemble parce que il y a plein de choses intéressantes. Alors, le sujet, c'était donc les causes et les conséquences de la déforestation. Les causes, pour rappeler, c'est tout simplement qu'est-ce qui provoque la déforestation, pourquoi on défriche les arbres, et les conséquences, c'est ce qui arrive après. Une fois qu'on a défriché la forêt, quelles sont les conséquences du fait qu'il n'y a plus de forêt? Alors, on voit bien que dans ce paragraphe, en fait, elle a structuré en deux parties, les causes et puis les conséquences de ce qui se passe. Alors, les forêts disparaissent pour plusieurs raisons. Donc là, elle cherche les causes dans le départ. Les pays doivent produire du biocarburant qui vient du soja, de la canne à sucre et de l'huile de palme. Ils rasent aussi les forêts pour faire de l'élevage afin de produire du cuir. La déforestation permet aussi de produire de l'huile de palme, du bois exotique. Donc dans cette première partie, on voit bien qu'elle essaye de rappeler les principales raisons du défrichement, si je puis dire, des forêts en général. Donc comme si on récapitule, c'est la production de biocarburant, c'est d'avoir des surfaces agricoles et de faire de l'élevage, et puis on retrouve donc ces deux principales productions. Cela provoque, donc là on passe dans la deuxième partie puisque ce sont les conséquences, l'augmentation de l'émission de CO2, la réduction de la biodiversité, de la perturbation du cycle de l'eau et de l'érosion des sols. Donc c'est un petit paragraphe où il y a moins de choses qui sont racontées, mais là où ce paragraphe est aussi très intéressant, c'est que avec le paragraphe de Léna, très rapidement en fait on comprend, c'est vraiment un résumé, on comprend les causes et les conséquences de la déforestation. Il y a d'autres raisons qui auraient pu être développées, mais on retrouve les principales raisons et les principales causes. Donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne, on pouvait y arriver entre 8 à 10 lignes à peu près. Donc c'est un bon exemple d'un résumé qui est très court mais très efficace aussi. Alors, deuxième exemple, cette fois-ci qui est beaucoup plus long, pour vous montrer qu'on peut faire encore autrement. Donc ici, on retrouve cette fois-ci, alors Anaï, elle a choisi de faire une question pour chaque partie. Donc quelles sont les causes de la déforestation? Quelles sont les conséquences de la déforestation? Donc là, elle a vraiment essayé, donc c'est une étape autre, elle a essayé de structurer en deux parties qu'on voit clairement. On a les deux parties aussi dans le paragraphe de Léna avant, mais elles ne sont pas visibles. Ici, elle a cherché à rendre visible, c'est ce qu'on fera aussi en quatrième, à montrer le titre de partie. Et elle a davantage développé, donc c'est entre un résumé et finalement vraiment déjà une petite leçon. Alors, on est parti, on lit. Alors, quelles sont les causes de la déforestation? Au Brésil, ils font de la déforestation pour faire de l'élevage, qui va servir à faire du cuir. En Indonésie, ils font de la déforestation pour cultiver des palmiers, pour faire de l'huile de palme, qui servira dans les cosmétiques, les produits ménagers ou les aliments. Ils déforestent aussi pour faire du biocarburant, qui normalement devrait aussi avoir moins d'impact sur les émissions de CO2, mais c'est le contraire. Car pour faire du biocarburant, il faut des matières végétales, exemple du sucre de canne, donc ils brûlent des forêts, ce qui produit beaucoup d'émissions de CO2 pour planter des cannes à sucre par exemple. Donc ici on trouve une raison supplémentaire, on retrouve l'exemple plus développé des biocarburants, mais l'exemple qu'avait donné Léna. On retrouve une autre cause, c'est l'élevage dont elle parlait, et l'huile de palme. Donc chaque partie est un tout petit peu plus développée. Deuxième partie, quelles sont les conséquences de la déforestation?
La déforestation entraîne des conséquences ravageuses pour les personnes qui peuplent les forêts. Exemple, les Indiens en Amazonie, on l'a vu, qui sont chassés de ces territoires. Donc on détruit leurs maisons. Mais aussi pour la biodiversité. S'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de biodiversité. Lorsque l'on dit l'Amazonie est le poumon de la Terre, c'est-à-dire que l'Amazonie absorbe en fait beaucoup du CO2, car c'est une forêt, donc il y a beaucoup d'arbres. Mais la déforestation entraîne aussi une perturbation du cycle de l'eau et la corrosion des sols. En synthèse, sans la forêt, la Terre pourrait s'effondrer. Donc ici, c'est aussi une très bonne petite rédaction, mais on est plus effectivement dans une rédaction développée que dans un petit résumé, ce qui est très bien aussi, je ne vous en demandais pas tant. Bon, Anaë, elle aime bien écrire, effectivement, elle arrive à mieux développer. Donc, on voit qu'elle a structuré, donc ça c'est une bonne idée aussi, de structurer en partie, et on voit même qu'il y a une petite conclusion à la fin, en fait, en synthèse. Sans la forêt, la Terre pourrait s'effondrer. Voilà, donc là, elle est déjà en train de structurer, c'est ce qu'on va vous demander, en fait, de faire en quatrième, de faire un peu comme des petites leçons, des grands 1, des grands 2 et des grands 3. Bon, on apprendra ça ensemble, certains y arrivent déjà, et c'est très bien. Alors, je vous montre autre chose. Une autre type de production. Donc on a une première production qu'on va écouter ensemble, que j'ai intégrée. Juliette donc m'a envoyé une petite production orale qu'on va écouter et on retrouve aussi les arguments qu'on a vus avant. Allez, on est parti. Première production. Les causes de la déforestation. Il n'y a pas qu'une seule cause de la déforestation, il y en a plusieurs, comme par exemple l'élevage, le carburant, car oui, pour faire rouler les voitures, il faut du carburant. Et il existe du carburant qui s'appelle du biocarburant. Et soi-disant c'est plus bio, mais non. Car il faut couper des arbres, et déjà, pour couper les arbres, ça fait ressortir du CO2. Et le CO2 pollue. Donc c'est une fausse idée. Et à cause de la déforestation, toutes les 2 secondes, un terrain de football disparaît. C'est-à-dire qu'il est coupé. La plupart des bois coupés sont coupés sans autorisation à cause du manque de contrôle. Le bois coupé sans autorisation est vendu. Et sans doute, en ce moment, il est dans votre maison ou dans votre jardin. Par exemple, le parquet et les meubles de jardin. Pour sauver la forêt, il faut que l'Europe réglemente le marché du bois pour bannir le bois illégal. Nous devons arrêter de produire de l'huile de palme, cuir et soja et utiliser un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia qui plante des arbres à chaque recherche. Ce n'est pas pour sauver que la forêt, mais aussi sa biodiversité et les habitants qui habitent. Alors, dans ce premier petit spot radio, en fait, ce qui est intéressant, c'est que de la même manière, Juliette a structuré effectivement son commentaire. Et là où on peut s'amuser aussi, c'est pour ça que j'essaierai de faire ça plus souvent l'année prochaine, c'est qu'on peut rajouter des phrases un petit peu plus personnelles. Par exemple, Juliette ajoute des informations supplémentaires, comme le navigateur de recherche Ecosia qui permet effectivement de planter un arbre à chaque fois qu'on se connecte. Et puis on peut y mettre aussi un petit peu le ton, donc du coup prendre un petit ton un peu journalistique, ce qu'elle a essayé de faire, et c'est très bien. Mais on se rend compte que c'est pas évident non plus, parce qu'effectivement il faut continuer de parler, il faut pas de temps mort, ce qui est pas toujours évident, et on retrouve donc différentes informations, différentes conséquences, et c'est un petit côté aussi plus rigolo à faire. Et c'est très simple, effectivement, il suffit de s'enregistrer sur son téléphone avec son dictaphone. Donc encore une fois, c'est un très bon exemple d'un petit résumé, cette fois-ci oral. Et effectivement, elle a dû préparer aussi beaucoup à l'écrit ce qu'elle allait dire. Donc, aussi, un très bon exemple. On va regarder un deuxième exemple parce que j'ai eu que 2 élèves qui m'ont envoyé un petit spot radio. Et vous allez voir, de la même manière, Emma a tenté de résumer les différentes informations. Alors, j'attends d'avoir le connecteur et on est parti. Les causes et les conséquences de la déforestation. Dans le monde, 13 millions de forêts disparaissent par an, c'est-à-dire un quart de la France. La déforestation a pour cause l'augmentation des espaces cultivables, l'exploitation du bois, le surpâturage qui sert à alimenter la production de cuir pour nos baskets, nos sacs, mais aussi la production d'huile de palme que l'on retrouve dans les pizzas, les chips. La déforestation a des conséquences sur l'environnement et l'homme, comme la destruction d'habitats pour la faune, la perturbation du cycle de l'eau, l'érosion accrue des sols, la destruction de maisons, l'augmentation des gaz à effet de serre, la réduction de la biodiversité, la disparition des forêts.
Selon l'OMG, d'ici 100 ans, les forêts tropicales auraient disparu. Et sans les forêts, l'écosystème mondial pourrait bien disparaître. Alors, deuxième exemple, effectivement aussi, qui est très réussi, où on retrouve les différentes raisons, causes et les différentes conséquences. Si à terme on continue à ce rythme-là, effectivement, c'est un peu comme si l'oiseau qui était posé sur sa branche était en train de scier la branche sur laquelle il est. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À terme, il se rend pas compte qu'il est en train de remettre en cause tout ce qui lui permet aujourd'hui de vivre. C'est ce qui se passe. Voilà. Donc, je tenais à féliciter vraiment l'ensemble de ces travaux que je vous ai présentés. J'ai reçu d'autres choses qui étaient aussi bien. Bon, j'ai dû limiter parce qu'effectivement, sinon, on aurait passé 2 heures à regarder vos productions. Mais j'ai dû faire un choix. Mais c'est pour vous montrer qu'on pouvait faire de façon différente et aussi de façon ludique les choses et que c'est pas si compliqué que ça. Voilà, donc je vous félicite tous les 4 et tous ceux qui m'ont envoyé effectivement le travail. Ça montre que vous êtes toujours en train de travailler alors que nous sommes au mois de juin et que vous n'avez pas décroché et donc c'est très bien. Voilà, et aussi je sais que certains sont particulièrement intéressés par le développement durable et vous avez raison. Parce qu'on n'a qu'une seule planète bleue et effectivement, si on n'a plus de terre, on ne pourra pas déménager ailleurs. Même si on envisage actuellement, vous avez peut-être vu aux informations des voyages effectivement sur la Lune et ailleurs, touristiques, qui arriveront d'ailleurs. Ça se trouve quand vous aurez mon âge, vous pourrez partir en vacances sur la Lune, faire un voyage spatial. Mais il n'y a qu'une planète bleue qui a ces conditions-là. Et on aura beau faire des voyageurs ou construire une station géante, on ne pourra peut-être pas accueillir 8 à 9 ou 10 milliards d'habitants quand la Terre ne sera plus viable. Voilà. Alors, on va passer à la trace écrite. Je vous avais dit qu'effectivement, la dernière fois, on ne l'avait pas faite parce qu'elle est longue. Donc, après cette trace écrite, je vous demanderai juste de répondre à un petit document. Et je m'arrêterai là aujourd'hui parce que vous avez beaucoup de choses à recopier. Alors, donc, dans tout ce qu'on a raconté sur le Brésil, qu'est-ce qu'on va résumer? Donc, on est page de droite, on avait écrit le titre, on avait écrit la question de la leçon, on saute une ligne et donc on écrit grand 1, c'est notre étude de cas, répondre aux besoins énergétiques d'un pays émergent, le Brésil, puisque le Brésil est classé comme l'Inde, comme la Russie, comme la Chine, dans la catégorie des pays émergents. Donc maintenant vous êtes des spécialistes, vous savez faire la différence entre un pays moins avancé, un pays en voie de développement, un pays émergent et un pays industrialisé et développé. Donc les pays émergents, je vous rappelle, sont juste en dessous de nous, pays industrialisés et développés en termes de développement. Alors j'ai essayé tout simplement de résumer en fait ce qu'on avait vu dans notre étude de cas. Donc le Brésil est un pays émergent, c'est le 5e pays le plus peuplé du monde. Il connaît une croissance économique rapide, très consommatrice en énergie. D'ici 2030, cette croissance en énergie devrait doubler. Mais alors, comment satisfaire les besoins de toute la population et de toutes les activités économiques du pays? Le Brésil a la chance de posséder de nombreuses ressources naturelles, du pétrole, on avait vu dans l'eau, du gaz, de l'eau. Il a décidé d'investir massivement, ça veut dire de manière très importante, dans les énergies renouvelables. Donc là, je mets la définition. Toutes les énergies que la nature constitue ou reconstitue plus rapidement que l'homme ne les utilise. Ça veut dire que ces énergies, elles se renouvellent beaucoup plus rapidement qu'elles se renouvellent de manière infinie, si on peut dire. Comme les biocarburants, alors dans ces énergies renouvelables, le biocarburant, je remets la définition, c'est un carburant liquide qui est issu de la transformation des matières végétales produites par l'agriculture, on l'a vu, la canne à sucre, l'huile de palme, etc. Ou encore l'hydroélectricité, vous savez maintenant comment fonctionne une centrale hydroélectrique. Donc c'est une énergie potentielle qui est prise par des fleuves, des rivières, des chutes d'eau, des courants marins. On va construire une centrale hydroélectrique. Le but, c'est d'assurer, vous l'avez compris, l'indépendance énergétique du Brésil, c'est-à-dire sa capacité à satisfaire l'ensemble de ses besoins en énergie. Et l'autre objectif, c'est d'abaisser les émissions de CO2. Donc il y a 2 objectifs à ça. C'est d'une part, effectivement, être autonome, vous vous souvenez, je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire ne pas importer, ou importer le moins possible d'énergie de l'extérieur, ce qui est toujours, tendu, c'est effectivement on se retrouve dépendant des autres, donc il faut essayer d'éviter de l'être, et puis abaisser les émissions de CO2 qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, donc qui polluent la planète. Je vous conseille de faire pause sur la vidéo et je vous mets la suite de ce petit paragraphe car nous n'avons pas encore tout raconté. Alors, suite de la trace écrite.
Néanmoins, il faut qu'on nuance tout ça. L'accès à ces ressources reste très inégalitaire. On s'aperçoit que 45% des Brésiliens n'ont pas accès à de l'eau traitée. Ça veut dire de l'eau qui a été purifiée, traitée dans des centrales pour qu'elle soit potable. Donc c'est quand même quasiment un Brésilien sur deux. Et si presque 99% ont accès à l'électricité, il y a plus quand même d'1 million de Brésiliens qui n'ont jamais eu accès à l'électricité, ce qui est quand même pas négligeable. Alors c'est sûr, c'est 1% à l'échelle du pays, mais ça fait quand même 1 million de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Rappelez-vous de Fortunato dont on avait lu l'histoire. Enfin, l'extension des surfaces cultivées, ça veut dire qu'on rase des forêts pour faire des surfaces agricoles. Dans la forêt amazonienne, défricher massivement. Alors c'est vrai que vous pouvez regarder, j'aurais pu vous montrer des cartes supplémentaires depuis les années 90 où je vous montrais la photo par exemple de l'Amazonie du point de vue, on va dire, on a des images satellitales où on voit l'Amazonie qui est toute verte. Alors 5 ans après, il y a déjà la moitié qui est rasée et ça va extrêmement vite. Alors, donc je reviens, donc cette forêt amazonienne qui est défrichée massivement, ça a des conséquences évidemment désastreuses à la fois sur les populations indiennes qui sont chassées de leurs terres, sur la biodiversité, puisque la faune et la flore disparaissent, sur l'accroissement de l'émission de gaz à effet de serre, puisqu'on est le Brésil le 4e pays le plus pollueur. Alors, c'est ce qu'on appelle des fronts pionniers en fait, c'est-à-dire ces régions en fait qu'on essaye de mettre en valeur de manière récente pour les occuper et les exploiter économiquement. C'est-à-dire par exemple, je décide de raser une forêt pour faire de nouveaux champs, pour mettre un élevage. Je rase ces forêts pour, par exemple, ouvrir une mine parce que j'ai découvert qu'il y avait du pétrole dessous, par exemple un gisement de pétrole. C'est-à-dire qu'on prend un espace naturel et en fait on va le transformer pour l'exploiter économiquement. C'est ce qu'on appelle un front pionnier. Ça attire des millions de gens pauvres ou de riches brésiliens qui rêvent de faire fortune, donc qui sont des travailleurs pauvres, qui du coup vont sur ces fonds pionniers et qui rêvent d'un avenir meilleur. Le problème, c'est que souvent en fait on s'aperçoit qu'à la fin de toute façon ils travaillent dans des conditions qui sont terribles humainement parlant, ils gagnent une misère. Par exemple, je pourrais plus vous citer si on avait été en classe, cette course à l'or qu'il y a en Amazonie où vous avez des rivières où certains effectivement s'enfoncent dans l'Amazonie et essayent de trouver dans les rivières des pépites d'or. Il y a eu différents reportages dessus, j'aurais pu vous montrer encore un autre reportage, mais on se rend compte qu'effectivement la plupart vivent dans la misère, sont souvent malades, qu'il y a des conflits aussi entre eux, que beaucoup meurent en fait de vivre dans ces conditions-là, et qu'aucun ne trouve de pépites d'or. On trouve des grammes d'or qui sont 1 ou 2 grammes d'or dans des rivières en travaillant des heures, des jours et sans eau, sans électricité, dans des sortes de campements bidonvilles de fortune en plein cœur de l'Amazonie, et on s'aperçoit qu'au bout du chemin, il n'y a pas grand-chose sauf la maladie, la mort, ou souvent des conflits entre eux pour pouvoir trouver une pépite d'or, etc. Alors, je vais m'arrêter là, simplement, je vais quand même vous poser une petite question pour demain. On va sortir donc de l'exemple du Brésil, parce que on ne peut pas se baser uniquement sur le Brésil. Souvent en géographie, on fait une étude d'un cas particulier, et puis on dézoome en fait, et on essaie de voir à l'échelle mondiale s'il se passe la même chose. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cette deuxième partie de la leçon, où on va essayer de voir justement, on va mettre en perspective, comme on dit, et essayer de voir comment ça évolue à l'échelle mondiale et quelles sont les conséquences effectivement de l'utilisation de ces ressources. Alors, je vous présente donc juste un petit graphique qui va de 1860 à 2000 et quelques, et qui retrace la production d'énergie, d'accord, en millions de barils de pétrole par jour. Donc on voit bien que pendant très longtemps, ça n'a pas beaucoup augmenté, jusqu'au début du XXe siècle, voire milieu du XXe siècle, et d'un coup, effectivement, la production en énergie a fortement augmenté. Alors, je vais juste vous poser 3 petites questions sur ce document que vous pouvez faire page de gauche dans votre cahier. La première, c'est quelle a été la toute première source d'énergie utilisée par les hommes si on remonte à l'époque de la préhistoire? Et là, c'est une question piège, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que la réponse n'est pas sur le graphique. Si vous êtes logique, vous pouvez trouver la réponse. La première source d'énergie utilisée depuis la préhistoire, c'était pour cuire les aliments, c'était pour tout ça, vous pouvez réfléchir et je suis sûre que vous allez trouver. Deuxième question, quand les besoins énergétiques ont fortement augmenté? Alors je vous ai un petit peu aidé, mais si vous observez bien le graphique, on voit bien que ça monte d'un coup à une période donnée.
Et à quelle découverte est liée cette augmentation? C'est la découverte d'une énergie en particulier qui va accroître considérablement en fait la production des énergies et des besoins à cette époque-là, parce qu'il y a un tas de nouvelles machines qui vont se développer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on verra en 4e, à peu près à la même époque l'année prochaine, où on parlera justement au 19e siècle des innovations techniques qui vont arriver et qui sont liées à la découverte de cette énergie, dont je ne vous dis pas le nom parce que sinon je vais vous donner la réponse. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je mets aussi en pièce jointe, pour ceux qui ont des petites difficultés à recopier, le texte à trous de la leçon, si certains veulent l'imprimer pour pouvoir aussi ne compléter que les espaces à trous, c'est aussi possible vu que on est un peu en période particulière encore aujourd'hui. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouvera pour le 4e épisode demain, a priori, oui, ou après-demain, ça dépend des classes. Et ça dépend aussi du travail parce que les conseils de classe commencent, donc je vais devoir revenir au collège et j'aurai peut-être pas toujours le temps de produire les vidéos à l'heure. J'espère que j'arriverai à les produire à l'heure pour que vous ayez toujours quelque chose, mais si jamais la vidéo est un peu en retard, c'est parce que j'ai pas eu le temps de la faire, mais vous l'aurez très rapidement. A priori, vous l'aurez. Allez, bon après-midi à tout le monde, bonne journée.